Bonjour, un immense misanthrope dont l'amour pour l'humanité se projetait loin vers l'avenir à travers les brumes de la haine. C'est ainsi que l'écrivain Maxime Gorki, l'écrivain russe, qualifiait Vladimir Ilitch Ulyanov, dit Lénine. Ce même Lénine qui, au mois d'octobre 1917, selon le calendrier julien, le fameux calendrier orthodoxe, décida l'insurrection permettant aux bolcheviks de s'emparer à terme du pouvoir en Russie. Longtemps occultée par la critique, la réalité du léninisme apparaît bien plus facilement aujourd'hui à nos contemporains, même si les archives de l'ex-Union soviétique ne sont pas encore accessibles dans leur totalité. Ainsi, au mois d'octobre 2000, chose impensable finalement il y a 20 ans, la revue L'Histoire n'hésita pas à mettre la tête du célèbre révolutionnaire sur la couverture d'un numéro spécial consacré, je cite, au crime du communisme. Pour évoquer cette période ô combien troublée de l'histoire de la Russie, pour rappeler ce que fut précisément la réalité idéologique, la pensée de Lénine, Un jour dans l'histoire reçoit Alain Besançon. Alain Besançon, bonjour. Bonjour. Je vous remercie d'avoir répondu à notre invitation. Vous êtes membre de l'Académie des sciences morales et politiques. Vous faites partie de la section philosophie. Vous êtes directeur d'études à l'École des hautes études en sciences sociales, auteur de nombreux ouvrages. Je me contenterai de citer deux d'entre eux, deux ouvrages qui nous ont aidés à préparer cette émission. Le tout dernier, Le malheur du siècle, sur le communisme, le nazisme et l'unicité de la Shoah, aux éditions Fayard, paru en 1998, et enfin Les origines intellectuelles du léninisme, paru en 1977, aux éditions Kalman-Levy. Alors vous êtes spécialiste de la Russie et ce sera ma toute première question. Quel regard portez-vous aujourd'hui sur cette période, cette révolution de 1917 ? Est-ce un regard d'historien ? Est-ce un historien finalement qui ne referme jamais totalement ses dossiers ou est-ce un regard de philosophe ? Écoutez, c'est un regard d'historien. C'est parce que je suis historien et que l'histoire de ce pays était profondément obnubilée par toutes sortes de théories fausses et de faits fabriqués que j'ai voulu y voir clair à partir du moment où j'ai commencé ma vie d'historien, c'est-à-dire après l'agrégation en 1957. Là, j'ai appris le russe et j'ai commencé à lire des livres, à essayer d'enquêter. Donc, c'est une vision d'abord d'historien. Mais pour comprendre le communisme, qui est une chose nouvelle dans l'histoire du monde, nous avons des tas d'exemples de tyrannie dans l'histoire du monde, de dictature. Mais le communisme n'est pas une dictature, n'est pas une tyrannie, n'est pas un despotisme au sens classique, disons, de la philosophie politique, au sens d'Aristote ou de Montesquieu. C'est une bête nouvelle. C'est une bête nouvelle qui est apparue dans le monde en 1917 et que, effectivement, on ne peut comprendre qu'à partir d'un regard philosophique et je dirais même théologique. C'est très curieux, mais c'est comme ça. Ceux qui ont compris les premiers, la naissance, l'essence du communisme, ont tourné philosophe ou une expérience religieuse négative. Moi, je pense toujours à ce Alexandre Watt, qui était un juif bolchevique polonais, et qui avait compris, et qui a vu le diable dans sa cellule de Butyrki, une des cellules où il avait été emprisonné en URSS. Et cette vision du diable, vous la retrouvez très souvent, vous la retrouvez dans Orwell, vous la retrouvez dans pratiquement tous ceux qui ont fait l'expérience du totalitarisme ont pensé au diable. Alors, pour penser au diable, il faut être un peu théologien, forcément, et un peu philosophe. Laissons de côté pour l'instant l'aspect théologique et philosophique et intéressons-nous à l'histoire. Pourriez-vous tout simplement nous dresser le contexte de ce qu'est la Russie entre 1905 et 1917 ? Alors pourquoi 1905 ? Parce qu'en 1905, il y a une première révolution. Oui, il faut regarder un tout petit peu avant. La Russie est un ancien régime en pays pauvre. Nous pouvons la définir comme ça, la Russie de 1800, la Russie de Pouchkine, la Russie d'Alexandre Ier. C'est un ancien régime qui essaye de se constituer et qui se constitue à une société plus simple qu'en Europe. Vous avez une mosaïque de domaines nobles, avec des nobles qui possèdent des esclaves. Et puis vous avez un État pour tenir ensemble cette noblesse et constituer les cadres administratifs de l'Empire. Vous avez une armée qui est sous les ordres de cet État autocratique. Bon, c'est un ancien régime, ça ressemble un peu à une monarchie absolue, mais une monarchie absolue pas de type français, une monarchie absolue plutôt de type prussien ou de type suédois, c'est-à-dire une monarchie absolue en pays pauvre. Mais malheureusement, au moment où ça se constitue en ancien régime, au moment où vous avez une noblesse qui commence à avoir des mœurs européennes,
Et cela se constitue grâce à Catherine II, grâce à Alexandre Ier qui a fondé des universités, etc. Vous avez eu la Révolution française qui d'un seul coup a délégitimé tous les anciens régimes. Et tous les anciens régimes ont dû se plier, pas tout à fait encore au nouveau régime, mais enfin, ils ont été vers le nouveau régime, c'est-à-dire qu'ils ont admis une certaine participation de la société civile au gouvernement. Vous avez eu en Prusse, vous avez eu en Autriche, vous avez eu en Italie, un peu partout, en Bavière, en Hollande, etc. Vous avez eu les royautés ont continué d'exister formellement, mais elles étaient de plus en plus doublées par une société civile qui représentait l'ensemble de la population de façon directe ou indirecte, qui faisait des lois, qui prenait part au gouvernement. Alors, pas en Russie. Pas en Russie parce que, pour plusieurs raisons, parce que c'était le pays le plus en retard. D'autre part, parce que la Russie était un empire. Et dès l'instant que la Russie était un empire, il était difficile de toucher aux institutions sans réveiller tous les mouvements nationaux qui étaient couverts par l'autocratie, par l'impérialisme de la Russie. C'est pour ça que la Russie pouvait très difficilement évoluer. Alors nous arrivons donc en 1905. Peut-être avant, en 1861, il y a eu cette fameuse réforme, l'abolition du servage. Quel a été l'impact d'une telle décision? Elle a été immense. D'abord, il n'y a pas eu que l'abolition du servage, il y a eu également un nouveau système de justice, un nouveau système militaire. Tout ça, ça a poussé la Russie vers ce qui devait être un futur passage au nouveau régime. Parce qu'à partir de 1861, vous avez eu la naissance d'une véritable société civile en Russie. C'est-à-dire que c'était une société beaucoup plus complexe. Vous aviez des tas de professions différentes qui sont nées, vous avez eu une intelligentsia enracinée, une intelligentsia professionnelle, des médecins, des instituteurs, des professeurs. Donc c'était lentement les linéaments d'une société moderne qui se mettait en place. L'abolition des servages n'a pas été une très grande réussite dans la mesure où les paysans n'ont pas été propriétaires, c'est-à-dire que les terres n'ont pas été dévolues aux paysans, mais à la communauté rurale, ce qu'on appelait le mir. Et ça gênait énormément le développement d'une paysannerie parcellaire, d'une paysannerie propriétaire, qui n'a pu se développer qu'après la révolution de 1905 et encore dans de très modestes proportions. Alors l'enfermement du paysan russe dans la commune rurale a énormément retardé le processus modernisateur qu'a été l'abolition du servage, proprement dit. Alors nous arrivons la fameuse année 1905 et c'est une année de révolution. Quel va être l'impact politique de cette révolution qui finalement ne va pas aboutir comme aboutira la révolution de 1917 ? La révolution de 1917 n'a pas abouti non plus. Enfin, ça a été tout à fait le contraire. Mais la révolution de 1905, ça a un peu le schéma, si vous voulez, des grandes révolutions classiques. La révolution anglaise et la révolution française. C'est-à-dire que les classes sociales, mécontentes de l'ancien régime, entrent les unes après les autres et très vite en opposition à cet ancien régime et essayent de le faire tomber. Mais le cas russe, c'est qu'ils n'ont pas réussi à le faire tomber. C'est-à-dire que la monarchie est restée fidèle aux principes autocratiques. Elle a vraiment résisté autant qu'elle a pu à l'établissement d'une assemblée. Cette assemblée a été octroyée avec de très faibles pouvoirs. La fameuse Douma. La fameuse Douma. Et l'armée, surtout, ne s'est pas débandée. L'armée a gardé le contrôle de tout. Et les paysans n'ont pas bougé non plus dans les années 1905. Si bien que très vite, cette révolution est retombée comme un soufflé. Alors, c'est un peu ce qui est arrivé à la révolution de 1848 en Allemagne. Elle aussi, elle a échoué. Elle aussi, elle n'a pas réussi à faire tomber complètement l'ancien régime. Mais enfin, elle a réussi quand même à former une assemblée qui avait un certain pouvoir, etc. Puis vous aviez dans l'Allemagne, une société civile beaucoup plus complexe, beaucoup plus riche, beaucoup plus décidée, beaucoup plus instruite que la société russe. Alors, comme elle n'est pas tombée en Allemagne, vous avez eu une formation de compromis. Et la formation de compromis, ça a été le bismarckisme. C'est-à-dire que l'ancien régime garde le budget militaire, la non-responsabilité devant le Parlement, la disposition de l'armée, et en même temps court-circuite les éléments révolutionnaires en faisant une politique sociale. C'est ce qu'a fait Bismarck
Vous savez, il a fait une politique sociale assez en avance, même sur le reste de l'Europe, assez en avance sur le reste de la France. Donc c'est une solution qui a duré un certain temps, d'ailleurs qui a très bien marché au point de vue économique, au point de vue de civilisation. Enfin, l'Allemagne a été une formidable réussite entre 1860 et 1914. Mais il n'y a pas de tierce solution. Ou on a l'ancien régime, ou on a le nouveau régime. Et l'ancien régime s'est écroulé en Allemagne en 1918 et ça a abouti à cette catastrophe hitlérienne qui a été la condition la plus malheureuse possible à l'émergence d'une démocratie en 1945. Alors en Russie, il y a même pas les mêmes choses, c'est-à-dire que De Witt, d'abord le grand ministre De Witt, puis ensuite Stolypine, ont essayé de faire du bismarckisme. C'est-à-dire, ils ont maintenu l'ancien régime avec sa police, avec son armée, avec surtout son idéologie de monarchie sacrée, de monarchie éternelle, enfin de cette monarchie religieuse, qui était comme tous les anciens régimes, n'est-ce pas, où le roi est aussi un thaumaturge. Et en même temps, ils ont essayé de donner un peu de pouvoir à la société civile. Et puis, Stolypine a fait quelque chose de nouveau. Il a essayé de casser la commune rurale, c'est-à-dire de laisser le paysan devenir propriétaire, d'essayer de créer une sorte de paysannerie à la française, comme il s'en était créé après la Révolution française ou pendant la Révolution française, quand vous avez eu un émiettement complet des domaines nobles et la formation d'une paysannerie propriétaire qui est devenue conservatrice et qui a permis plus tard l'établissement de la République. Bon, malheureusement, il y a eu la guerre et quand Stolypine est tombé, les choses étaient à peine commencées et disons, au moment de la guerre de 14, il n'y avait que 10% des paysans qui étaient réellement émancipés. Stolypine a été assassiné. Stolypine a été assassiné, mais il était un peu au bout du rouleau parce que d'abord, il n'était pas du tout soutenu par la couronne. Est-ce qu'il n'avait pas le charisme d'un Bismarck ? Oui, puis surtout, la Russie n'avait pas quand même, si vous voulez, cette épaisseur de bourgeoisie, de ville, d'industrie. C'est quand même une chose beaucoup plus pauvre, là, la Russie. La Russie a des rendements agricoles qui sont ceux du Moyen-Âge. Elle commence à avoir des villes, des véritables villes, mais l'Allemagne en a depuis le Moyen-Âge, des villes, et quelle beauté des villes allemandes. La Russie, c'est encore des villes de garnison, c'est des sièges du pouvoir. Les villes commencent à naître à partir de 1860, justement, mais elles sont encore toutes jeunes. Les villes à l'européenne, si vous voulez, naissent seulement à ce moment-là. Le monde professionnel est un monde beaucoup plus restreint, c'est 300-400 000 personnes, c'est pas grand monde. La noblesse est elle est très appauvrie, la noblesse, d'ailleurs, en 1914. C'est une noblesse fauchée qui va à la ville, qui essaie de trouver des boulots, si vous voulez, des travaux dans le monde moderne. Mais enfin, nous sommes dans une période de transition. Stolypine, donc, a été un Bismarck du pauvre, dans une société beaucoup plus pauvre, De Witt aussi. Et alors que Frédéric Guillaume Ier avait soutenu très loyalement Bismarck, la cour Nicolas II, on passait son temps à leur tirer dans les pattes au nom d'une idéologie, un mélange d'utopie nationale religieuse, de populisme raspoutinien, si vous voulez, qui était complètement utopique. Donc on arrive à la guerre de 14, on n'est même pas au milieu du gué. Et encore une fois, n'est-ce pas, il est très difficile de donner à la Russie une constitution moderne, parce qu'à ce moment-là, c'est l'Ukraine, c'est la Pologne, c'est les pays baltes, c'est tout ça qui saute. Comme ça a sauté, effectivement, en 1917. Alors, sans rentrer dans l'idéologie marxiste, que l'on verra après, quelle est la mesure de la diffusion du marxisme dans la société à cette époque ? Dans la société, très très peu de choses. Le prolétariat, d'abord, le prolétariat s'en fiche, le socialisme ne pénètre pas dans le monde paysan. Ce que les paysans veulent, c'est la terre, mais ils l'ont déjà presque toute. Parce qu'il y a une espèce de pression sur la noblesse qui est lentement, par une espèce de demi-violence, on lui fait comprendre qu'il faut mieux qu'elle s'en aille. Les paysans volent les vaches, brûlent le château, etc. Bon, c'est bien que la noblesse s'appauvrit très rapidement, mais enfin il en reste assez pour enrager le paysan. C'est comme le paysan trouve qu'il y a toujours trop de nobles, qu'il y a toujours trop de domaines nobles. En fait, ça ne couvre même pas, je crois, 1/5 de la terre. Mais enfin, ça entretient quand même une flamme dans la paysannerie. Le prolétariat reste hors du coup. Il est capable de faire des émeutes parce que quand c'est la crise de la guerre. Non, ce qui a déréglé le système, c'est pas le prolétariat, c'est quand même en grande partie la paysannerie, mais la paysannerie mobilisée. Parce que vous savez que pendant la guerre, la Russie avait mobilisé 10 millions d'hommes.
C'était une armée gigantesque. Il y a une remarque peut-être. Dans les origines de la Première Guerre mondiale, nous savons que les militaires allemands redoutaient un relèvement, enfin redoutaient une armée russe qui serait en avance au bout de 3 ans. Donc c'était une des raisons pour lesquelles il fallait faire la guerre. Mais ça, vous avez raison, la Russie était dans un dynamisme absolument extraordinaire. Donc, oui, il y avait bien un dynamisme. Ah, mais il y a un dynamisme formidable. La Russie avait des taux de croissance à l'américaine dans les 10 dernières années. Et ça, l'Allemagne voyait ensemble se profiler à l'Est une nouvelle Allemagne de Guillaume II, si vous voulez, qui était en voie de très rapide développement. Moscou double en 4 ou 5 ans, elle double encore pendant la guerre. Pétersbourg aussi. Hein. Vous avez quand même des taux de croissance absolument extraordinaires. Alors, c'est un pays qui est encore très en retard, mais qui est extrêmement dynamique sur la base de grandes entreprises, avec beaucoup de capitaux étrangers. Hein, ça démarre. La France d'ailleurs est bien placée pour le savoir. Ça démarre, oui, puisque beaucoup de ces capitaux venaient de France. La France achetait l'armée russe, achetait l'alliance russe. Enfin bon, elle s'est beaucoup trop liée à son alliance russe, mais enfin... Elle n'a pas pu la contrôler, finalement, c'est la rentrée dans la guerre. Mais la France fournissait des capitaux. L'Allemagne fournissait des capitaux. L'Angleterre, l'Amérique, tout le monde fournissait des capitaux de la Russie. Parce que ça croissait. Ça croissait très vite et très fort. Mais bon, c'était encore sous-développé. C'était encore sous-développé. Et l'Allemagne voyait très bien, effectivement, que dans quelques années, ça serait terrible. D'ailleurs, vous savez, si la Russie avait tenu 1 an de plus et s'était assis à la table des vainqueurs, eh bien, elle avalait Constantinople, les Balkans, toute la Pologne, un bout de l'Allemagne, c'est-à-dire qu'elle avait à peu près la situation de la Russie de 1945. Mais sur la base d'une démographie formidable, d'une expansion économique formidable, toute chose que le communisme a détruit. Oui, en 1845, la Russie était considérée comme la plus grande puissance d'Europe, jusqu'à l'arrivée de Napoléon. Oui, mais enfin, en même temps, elle était assez facilement battue en 1853. La guerre turque en 1878 était une guerre assez pénible. La guerre contre le Japon a quand même très mal terminé. Donc, voyez-vous, c'était un pays très impressionnant, mais avec de tels retards, de telles distorsions, et puis toujours cette crise politique, n'est-ce pas, qui menaçait quand même. La Russie est en crise politique, tout le monde attend la chute de l'Ancien Régime. Tout le monde l'attend, la chute de l'Ancien Régime. Donc, nous arrivons en fait aux années 1916-1917, nous sommes en pleine guerre, et Lénine l'a bien compris, la guerre est le moteur de la révolution, permet la révolution. Oui, la guerre, en fait, en 1916, ne se présentait pas mal pour la Russie. Les Allemands ne pouvaient pas battre la Russie. Ils avançaient en Russie, mais enfin, ils en étaient à peu près à Brest-Litovsk. Ils avaient pris la Pologne, les pays baltes, mais enfin, après ça, attendaient tous les immenses espaces de la Russie. Et la Russie, qui se battait, presque la moitié de l'armée allemande était sur le front russe en 1917, hein, n'oubliez pas. Non, c'était pas rien du tout. Mais alors, et là, faut bien le dire, qu'il y a eu la plus grande opération de déstabilisation, une opération de déstabilisation militaire de tous les temps. Ça a été l'envoi de Lénine en Russie dans la Wehrmacht. Par une puissance étrangère. La Wehrmacht a transporté Lénine en Russie en espérant que ce virus détruirait la Russie. Et ça a marché, mais au-delà de ses espérances. D'ailleurs, n'oubliez pas que la Wehrmacht, ça s'appelait pas la Wehrmacht, d'ailleurs, ça s'appelait la Reichswehr à ce moment-là. L'armée allemande, donc, a non seulement mis au pouvoir Lénine, mais l'a maintenu au pouvoir pendant toute l'année 18, au moment où le pouvoir bolchevique était complètement vacillant. Donc, on peut dire que les bolcheviks ont été mis au pouvoir et maintenus au pouvoir par l'armée allemande dans une opération de diversion absolument prodigieuse et qui a réussi, mais qui a réussi comme une bombe atomique, si tu veux, bien au-delà de ce qu'espéraient les Allemands. Pourquoi la révolution de février n'a-t-elle pas arrêté ce processus en fait? Pourquoi Kerensky finalement n'a pas tiré profit de cette situation? Parce que quand la monarchie tombe, la Russie est dans une situation extrêmement mauvaise quand même. L'armée est quand même fatiguée. Tout le monde en a marre de la guerre en 1917. Pas seulement les Russes, hein, mais les Français, les Allemands, tout le monde, l'Autriche-Hongrie. Tout le monde en a assez. Donc, le terrain est assez fragile. Et à ce moment-là arrive la crise politique majeure, la chute de la monarchie. La chute de la monarchie qui est un moment classique et qui se fait très facilement, comme la monarchie française est tombée, comme la monarchie anglaise est tombée, la monarchie allemande est tombée 6 mois après, hein, ça se fait tout seul. Seulement, qu'est-ce qu'il y a pour recueillir le pouvoir? Et alors là, c'est là qu'il y a eu cette chose extraordinaire, c'est cette espèce de débandade de tout ce qui restait de force dans la société russe. Vous avez d'une part la grande désertion de l'armée paysanne, qui est rentrée dans ses foyers pour prendre part au partage des terres.
la décomposition de l'armée russe. Vous avez eu la paralysie de l'appareil de production russe, qui était brillant encore. En 1916, il y avait une crise des armements en 1915, mais en 1916, ça repartait l'économie russe. Ça repartait. Et la démographie continuait. La Russie a gagné 8 millions d'habitants pendant la guerre. Elle en a perdu 15 millions dans les 5 années qui ont suivi la révolution. Mais pendant la guerre, elle a gagné 8 millions d'hommes par d'exubérance démographique magnifique. Et puis, il n'y avait pas de restrictions. Il y avait des points de pénurie, en particulier à Pétersbourg. Et quand la monarchie est tombée, il n'y a pas eu d'État pour recueillir le pouvoir. La police tsariste s'est planquée. Ce qui restait d'armée était sur le front. Les partis cadets étaient depuis longtemps en décomposition. Ce que vous avez eu, c'est une lutte entre une radicalisation progressive de la situation, c'est-à-dire les cadets cèdent la place aux socialistes, qui cèdent la place à des socialistes plus durs. Et puis, finalement, vous avez eu un coup de force, un putsch de la secte bolchevique. Et encore, je dirais un putsch de Lénine et Trotsky, parce que le comité central bolchevique, ils n'étaient pas nombreux, les bolcheviks, en Russie. C'était peut-être 15 000. C'était rien. C'était une secte. C'était comme les lambertistes, si j'ose dire. Mais enfin, c'était une petite secte et pas très organisée. Et c'est Lénine et Trotsky qui ont imposé le putsch. Et comme tout se décomposait, ça s'est passé entre quelques milliers de gardes rouges et quelques milliers de bataillons de la mort, de Kerensky. C'était vraiment presque rien. Alors je reçois Alain Besançon qui évoque pour nous l'année 1917 ainsi que le léninisme. Nous nous retrouvons après une courte pause. Un jour dans l'histoire reçoit Alain Besançon qui évoque pour nous cette période ô combien troublée de la Révolution 1917 et nous allons engager la conversation, si vous le voulez bien, sur, à proprement parler, le léninisme. C'est-à-dire que Lénine, effectivement, a une place primordiale dans la Révolution. Est-ce que c'est un homme qui a un corpus d'idées quand il arrive en 1917 en Russie? Et est-ce que finalement, il est véritablement lié à Marx? Bon, alors ça, c'est long story, comme on dit en Amérique. Bon, vous avez eu un mouvement révolutionnaire en Russie sous forme sectaire, parce que c'était des groupes d'étudiants qui avaient des idées plus ou moins utopiques, qui sous la base du carbonarisme, ou sur la base du populisme, ou sur la base de l'anarchisme, et qui ont formé une petite chaîne de groupes à partir de la réforme de 1861. Quand un régime autoritaire commence à se réformer, c'est un moment dangereux pour lui. Vous avez des gens qui acceptent la réforme, puis vous avez des gens qui trouvent qu'il n'y en a pas assez, et qui vont vers la révolution, qui en demandent plus. Alors c'est pour ça qu'à partir de 1861, vous avez toute une petite chaîne de sectes et de complots qui se forment en Russie. Et dans toute cette petite chaîne, vous avez un personnage important qui est Tchernyshevski. Tchernyshevski, qui était un fils de pop héroïque, qui a passé toute sa vie en prison, qui a écrit un roman qui a complètement galvanisé Lénine, et qui a défini le héros de la secte, c'est-à-dire l'homme qui vit pour la révolution, le professionnel de la révolution. C'était rêvé de sa part, mais progressivement, cette idée va s'implanter en Russie. Et le premier qui l'a vu, d'ailleurs, c'est Dostoïevski. Dostoïevski a vu dans le roman Les démons que cette petite bande d'étudiants déclassés, que ces petits complots d'étudiants qui avaient l'air tout à fait insignifiants, eh bien, que c'était le premier signe, disons, de la cellule cancéreuse, de la cellule cancéreuse mutante qui allait envahir tout le corps social. Je ne sais pas si vous avez lu Les démons de Dostoïevski, mais c'est un livre génial parce qu'il l'a écrit en 1873, en regardant d'ailleurs ces petits complots absurdes, mais féroces, en regardant le complot de Tchernyshevski et un autre complot qui a lieu après, et il a compris ça. Il a compris la mutation qui se produisait. Lénine sort de ça, mais en plus, il a une éducation marxiste. Alors, si vous voulez, Marx est un Allemand. Est un Allemand qui a donc une formation très riche, très complète. Il a été capable de lire Hegel. Il a été capable de réfléchir sur Hegel. Il a été capable de réfléchir avec profondeur sur la Révolution française. Alors, de Marx sortent plusieurs choses. Il était capable de réfléchir sur l'économie anglaise. Et puis, il a construit une vaste doctrine. Mais la question est de savoir comment cette vaste doctrine va se refléter dans la cervelle des gens. Vous savez qu'en Allemagne, ça a abouti à la social-démocratie, c'est-à-dire que ça a donné à la classe ouvrière allemande une armature pour rentrer dans la société civile.
Et que des gens comme Bernstein ont dit, bon, Marx, c'est très bien, mais nous allons abandonner la partie utopique. Il s'est trompé en économie, sa théorie de la plus-value, ça ne marche pas. Donc, nous sommes en gros au marxisme, mais nous nous adaptons aux réalités de l'économie allemande et nous allons faire rentrer la classe ouvrière dans la future démocratie allemande. C'était le but, disons, de la social-démocratie allemande. Alors ça, c'est pas ce que voulait Lénine. Et Lénine, il avait une cervelle à la Tchernyshevsky. Et pour lui, le marxisme, c'est un dogme dont il fallait prendre uniquement ce qui pouvait faire servir à la révolution. Et ceci, c'est le marxisme reflété dans une cervelle d'un étudiant manqué du fin fond de la Russie, qui n'est pas capable de se tenir au courant, disons, de la pensée européenne, qui se sert du marxisme comme peut s'en servir un fanatique, si vous voulez, comme peut s'en servir un fanatique. C'est comme, si vous voulez, le rapport de Lénine à Marx est un peu le rapport de Hitler à Darwin. Darwin est un grand savant, Marx est un fou fanatique. Eh bien, Lénine, c'est un peu la même chose par rapport au vaste courant marxisme et à la pensée occidentale. Peut-on dire en conséquence que Lénine a été davantage du côté du parti que du côté de la dictature du prolétariat ? Non, mais la dictature du prolétariat, ça c'est une idée tout à fait fantaisiste de Marx, enfin qui avait une vaste vision du devenir de l'humanité, comme Auguste Comte, comme Hegel, enfin comme tous les grands faiseurs de système du 19e siècle. Et alors là, selon l'orthodoxie marxiste, la classe ouvrière devait grossir, et puis un jour prendre le pouvoir, et ainsi elle émanciperait l'humanité. Alors cette idée était religieusement prise dans la petite cervelle de Lénine et de ses compagnons, mais évidemment en Russie ça ne marchait pas parce qu'il n'y avait pas de prolétariat. Alors ils se sont dit, mais la Russie c'est un pays dans lequel l'État est en crise, dans lequel il n'y a pas de société civile, et par conséquent nous pouvons conquérir l'État quand les circonstances s'y prêteront, par une espèce de captation, si vous voulez, de l'appareil étatique, et à ce moment-là, nous imposerons le socialisme d'en haut. Alors, vous aviez en France un homme qui pensait des choses pareilles, c'était Blanqui. C'est pour ça que les marxistes orthodoxes en Russie disaient que Lénine était un blanquiste. En fait, il était ni blanquiste ni quoi que ce soit, il voulait la révolution, un point, c'est tout. Il voulait le pouvoir. Alors, en 1917, qu'est-ce qu'il a fait ? Eh bien, d'abord, il a empêché les autres de gouverner. Il a empêché les cadets, c'est-à-dire les libéraux, il a empêché les socialistes modérés de gouverner. Comment ? En truffant les soviets de bolcheviks. Les soviets, qu'est-ce que c'était ? C'était pas du tout un début de démocratie, c'était des espèces de comités de grève ou de comités insurrectionnels, c'était une espèce de, comme nous en avons vu un peu dans l'été 68, si vous voulez. En mai 68, vous avez eu des formations comme ça, des comités, des assemblées générales, etc. C'était ça, les soviets, pas plus que ça. Alors, Lénine a empêché l'État russe, hérité du tsarisme, de se recomposer. Et en même temps, il a tenu son parti à l'écart de cette décomposition générale. Avec difficulté. Parce qu'encore une fois, les bolcheviks étaient extrêmement peu nombreux. C'était 15-18 000 personnes en février 1917. Et ils n'étaient pas unis comme une milice. C'est pour ça que Lénine a eu la plus grande peine du monde en octobre, a décidé le putsch. Il a eu l'appui de Trotsky, il a eu l'appui je crois, de Staline, et encore. Et il a décidé le putsch presque tout seul. Et puis une fois qu'il a fait son putsch, il ne savait plus très bien quoi faire. Et la Russie continuait de se décomposer. Il ne faut pas croire. Le seul acte que Lénine a pu faire d'avenir, si j'ose dire, dans les premiers mois, ça a été la création de la Tchéka. C'était la création de la police politique. C'est à partir de 1918 qu'il y a eu, dans la décomposition générale de la Russie, que les bolcheviks ont inventé le bolchevisme. Et c'est à ce moment-là, c'est en 1918, de façon empirique, qu'ils ont inventé le bolchevisme. Et qu'est-ce que c'est que le bolchevisme ? C'est l'anéantissement de la noblesse, ça s'était déjà fait tout seul. L'anéantissement de la bourgeoisie, mais ça s'était déjà fait presque tout seul, dans la mesure où le système économique ne marchait plus, et l'étatisation de tout ce qui restait. L'étatisation de l'économie, l'étatisation du commerce, l'étatisation de l'éducation, etc. Et ça a été fait par une série de mesures à partir de 1918, et sur la base de la terreur. Je crois que c'est François Fury qui disait que Lénine était avant tout un homme d'action, avant d'être un homme d'idées.
Je crois que c'est pas exactement ça. C'était un fanatique tenu par une logique des idées qui ne s'appliquait pas du tout à la réalité. Quand Lénine était en Suisse, il faisait des schémas marxistes qui ne s'appliquaient absolument pas, qui n'avaient aucune relation avec la réalité. Et encore en Russie, quand il a pris le pouvoir, il continuait de rêver en termes de prolétariat, lutte de classe, etc. Alors qu'il n'y avait rien de tel. Il n'y avait ni prolétariat, ni paysannerie moyenne, ni toutes ces catégories qu'imaginait Lénine dans sa cervelle d'idéologue. Il n'y avait rien de tout ça. Mais en même temps, et c'est ça le mystère de Lénine, il avait un sens du pouvoir. Il avait un sens extraordinairement fort du pouvoir. Et c'est-à-dire, le léninisme se réduit à comment prendre le pouvoir et comment conserver le pouvoir une fois qu'on l'a. Alors c'est un homme d'action, si vous voulez, mais doublé d'un idéologue. Et les deux sont nécessaires, parce qu'il croyait complètement à ce qu'il disait, qu'il a pu prendre le pouvoir et le garder, et imposer une terreur au nom d'idéologie. C'est une excellente transition. Quelle est la part de la terreur dans les idées de Lénine, et à partir de quand cette terreur s'applique-t-elle? Tout de suite, Lénine était un grand admirateur de la Révolution française dans sa phase sanguinaire. Il était un grand admirateur de la guillotine, et il était tout à fait décidé à garder le pouvoir par tous les moyens. Donc, son premier acte concret, ça a été de former cette police politique. Et dès 1918, se met en place une terreur. Bon, il y a eu un attentat en 1918 qui a permis d'écraser la terreur, et c'est à ce moment-là qu'on a mis hors la loi tous les partis politiques, qu'on a dissous la constituante, qui devait donner à la Russie une constitution de type libéral. Il y avait eu des élections où les bolcheviks, ils étaient au pouvoir, ils n'avaient que 25% des voix. Eh ben, Lénine a dissous la constituante en janvier 1918, et à partir d'avril 18, il a dissous tous les partis politiques, et à ce moment-là, il n'y a plus qu'un seul parti, le parti bolchevique, qui était en même temps l'État. C'est l'État-parti qui est une invention de Lénine en 1918. Et ça a duré 70 ans. Alors, le souci de Lénine est quand même de terminer cette guerre et de mettre fin à la guerre. Et finalement, nous arrivons à la fameuse paix de Brest-Litovsk qui met fin à la guerre avec l'Allemagne. Mais par ailleurs, se déclenche une guerre civile qui, elle aussi, sera terrible. Oui, alors écoutez, Lénine, encore une fois, ce qui l'intéresse, c'est de le prendre au pouvoir et de le garder. Alors, pour garder le pouvoir, il fallait tout de même mettre les Allemands dehors. Or, les Allemands étaient dans la Russie, ils l'avaient mis au pouvoir, mais il fallait quand même avoir la paix. Si on n'avait pas la paix, il se faisait évidemment écraser. Or, il y avait à ce moment-là une dispute dans le parti bolchevique. Les partis bolcheviques espéraient qu'il y aurait une révolution en Allemagne, enfin dans leur rêverie idéologique, ils espéraient qu'il y aurait une révolution en Allemagne, une révolution mondiale. Lénine n'y croyait pas trop. Et Lénine disait qu'il fallait faire la paix au plus vite. Alors, Trotsky a conduit les négociations de Brest-Litovsk. Il les a conduits 3 ou 4 mois de trop, puisque les Allemands n'ont fait que rehausser leurs exigences. Et on a signé la paix. Et la paix était très dure. C'était un tiers de la Russie qui passait aux mains des Allemands. Toute l'Ukraine, toute la partie ouest de la Russie, et le Caucase, pratiquement, passait aux mains des Allemands. Et les Allemands, d'ailleurs, à ce moment-là, ont continué de soutenir Lénine comme la corde soutient le pendu pendant toute cette année 18. Alors, en 1918, quand les Allemands se sont retirés, eh bien, effectivement, vous avez eu des armées blanches qui ont commencé à essayer de renverser le régime bolchevique. Ça a été une guerre abominablement meurtrière, mais il ne faut pas croire que c'était, disons, d'immenses effectifs. Les bolcheviks ont réussi à avoir 250, 300 000 combattants, alors qu'ils avaient mobilisé 4 millions d'hommes, mais ça désertait. Et les Blancs ont réussi à mobiliser à peu près autant d'hommes. On peut parler de l'armée rouge à cette époque? Ah oui, l'armée rouge qui était organisée par Trotsky, et qui était une armée d'une cruauté épouvantable. Enfin, n'est-ce pas? Ils ont employé, au moment des soulèvements paysans, Trotsky a employé les gaz asphyxiants contre les paysans. De même qu'il a massacré les marins à Kronstadt. Enfin, c'était un abominable assassin, autant que Lénine. Mais il avait des talents d'organisateur et de chef de guerre. Et en face, il faut reconnaître que les généraux blancs étaient extrêmement mauvais. Un des pires, c'était Kolchak, qui est un général monarchiste qui tenait toute la Sibérie quand même, et qui, au lieu de s'entendre avec les socialistes modérés, ce qu'on appelait les SR, a commencé à les fusiller. Ce qui, évidemment, les a fait passer plutôt du côté bolchevique. En Ukraine, vous avez eu des épouvantables pogroms de juifs, si bien que les juifs sont passés du côté bolchevique. Ainsi de suite. Enfin, les Blancs, en fait, n'ont pas été capables de coordonner leurs mouvements. Ils n'ont pas été soutenus vraiment par les puissances occidentales,
par la France et par l'Angleterre, ils étaient aussi mal équipés que les bolcheviks. Et finalement, les bolcheviks l'ont emporté de très peu, mais ils l'ont emporté quand même. Et sur un massacre effrayant. Comme je vous ai dit, dans les 5 années qui ont suivi le putsch d'octobre, la population russe a diminué de 15 millions. Peut-on comparer cette guerre aux guerres de Vendée pendant la Révolution française ? Oui, sauf qu'il y a réellement un soulèvement national en France contre les armées étrangères. D'abord, beaucoup de cadres de l'armée russe sont restés en place, Ils sont restés en place au service des bolcheviks. On peut dire même que la moitié des officiers sont restés au service des bolcheviks. Bon, en France aussi d'ailleurs. Mais en France, vous aviez un sentiment national, c'était pas un sentiment de révolution sociale. Alors en Vendée, ça c'est spécial. La Vendée ne se compare qu'au massacre par Staline de l'Ukraine dans les années 30. Après l'écrasement du soulèvement vendéen, on a tué 175 000 personnes sur 3 départements, c'est-à-dire à peu près un quart de la population. Mais ça, c'est des choses qui n'ont été connues que tout récemment et par réflexion sur la Révolution russe. C'est par réflexion sur la Révolution russe qu'on a examiné avec un œil nouveau la Révolution française. Est-ce que le processus policier, la fameuse Tchéka dont vous parliez tout à l'heure, est en marge de cette guerre ou c'est une partie intégrante ? Ah non, une partie absolument intégrante. Vous avez le commissaire politique et puis la Tchéka commence à massacrer en grand. Et les camps de concentration sont ouverts dans l'été 18. Je reçois Alain Besançon qui pour nous évoque le léninisme. Nous nous retrouvons après une seconde pause. Nous reprenons le cours de notre émission et nous évoquons avec Alain Besançon, membre de l'Académie des sciences morales et politiques, le léninisme. Alors le léninisme a souvent été désolidarisé en quelque sorte du stalinisme et du totalitarisme stalinien. Alors vous nous présentez une thèse qui est tout autre. Vous pensez que l'on peut parler de totalitarisme dès Lénine ? Oui, bien sûr. D'ailleurs, vous savez que Staline était un très très fidèle léniniste. Il n'est pas sorti des cadres du léninisme. Trotsky non plus d'ailleurs. Trotsky qui a été un co-responsable d'octobre, qui a été un grand massacreur partout jusqu'en 1924, qui a toujours soutenu Lénine, toujours soutenu les mesures de terreur et qui ne s'en est jamais repenti jusqu'à ce que Staline lui enfonce un piolet dans la tête au Mexique. Mais c'est tout à fait la même culture, tout ça. C'est le même ton, c'est la même ambition. Alors, si vous voulez, vous avez 2 choses dans le totalitarisme léniniste. Vous avez l'idéologie et vous avez les mesures pratiques. Alors, qu'est-ce que c'est que l'idéologie ? Nous allons construire une société parfaite. Une société parfaite dans laquelle il y aura la justice absolue. Il n'y aura même pas d'ailleurs question de justice parce que les choses seront disposées de telle façon que le partage se fera tout seul, qu'il n'y aura même pas besoin de droit. Comme disait Trotsky, les hommes partiront du niveau de Léonard de Vinci ou de Michel-Ange et iront encore beaucoup plus haut par une espèce de montée au ciel, enfin de l'humanité. Donc on va construire une société parfaite. Et ça, c'est l'utopie, c'est l'aspect utopique du léninisme. On va ôter le mal de la terre. Alors le mal, il est localisé, c'est la bourgeoisie, c'est les riches, c'est le capitalisme, c'est la propriété privée, et une fois qu'on aura détruit tout ça, le socialisme va venir ipso facto par un mouvement spontané. Alors, en 1918, il l'a fait. C'est-à-dire qu'il a réellement fait une société où il n'y avait plus de classe, et dans laquelle l'ensemble de toutes les activités humaines étaient prises en charge par l'État. Alors il a fallu construire ça. Alors il pensait qu'une fois que le pouvoir serait pris, la société se mettrait tout de suite en position de construire la société parfaite, que les choses se mettraient en place toutes seules, que le mal effectivement s'évaporerait, que les gens ne résisteraient pas puisque seraient beaucoup plus heureux sous le nouveau régime étant débarrassés de la propriété privée, de la bourgeoisie, du capitalisme et de toutes ces vilaines choses. Et puis il s'est aperçu que ça marchait pas, que le socialisme ne venait pas tout seul, qu'il fallait le construire. Alors, la construction du socialisme, c'est la construction du totalitarisme. Et finalement, les gens, au lieu de se plier au cadre nouveau qu'on leur offrait, essayaient d'y échapper de toutes les façons. Les paysans voulaient rester sur leurs terres, les ouvriers voulaient discuter des conditions de travail, ils voulaient des syndicats qui soient des vrais syndicats, les savants voulaient penser ce qu'ils voulaient, les écrivains voulaient écrire ce qu'ils voulaient, et que c'était pas du léninisme. Et alors c'était une situation absolument incompréhensible pour Lénine. Alors que faire ? C'est un des grands titres de Lénine. Que faire ? Que faire ? Il faut forcer les gens
à entrer dans les nouveaux cadres qu'on a préparés pour eux. Alors on a détruit les syndicats, on les fait entrer dans des cadres, dans des organisations du parti qu'on appelle syndicats. On a détruit la pensée libre, on fait entrer les écrivains, les peintres, etc., dans des unions des artistes, qui sont contrôlées par le parti. On a détruit les églises et on les a remplacées par des cérémonies qui en tiennent lieu. La jeunesse, elle est embrigadée, à former des komsomols, enfin des gardes, etc., etc. C'est-à-dire qu'on fabrique des nouveaux cadres et on force les gens, n'est-ce pas, à entrer dedans, à entrer dedans par tous les moyens. Alors les gens résistent. Et puis, le socialisme ne se fait pas. On voit toujours le mal partout. Et Lénine a une théorie toute prête. C'est le capitalisme qui renaît. C'est la bourgeoisie moyenne, c'est la bourgeoisie, c'est le parti qui est même gagné par l'esprit du capitalisme. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut les éliminer. Il faut faire la terreur. Ce sont des insectes nuisibles, comme dit Lénine. Vous dites dans votre livre Le Malheur du siècle, il y a une triple destruction, une destruction physique, une destruction morale et une destruction politique. Ben oui, parce que la destruction physique, elle est assez simple. C'est que le communisme, vous savez, quand il y a un livre qui est sorti qui s'appelle Le Livre Noir du communisme, qui s'est contenté de faire une addition de tous les morts du communisme. Alors qu'on arrive à une fourchette entre 80 millions et 100 millions de morts. Ça fait quand même beaucoup. Il y avait des gens qui vivaient, ils se sont trouvés cadavres. Cadavres, ça, parce qu'en Russie, c'était la fusillade, c'était la famine, c'était les camps de concentration, c'était différents moyens. Enfin, ils sont morts. Alors, en Russie, ils sont morts à propos, on dit probablement une vingtaine de millions. Une vingtaine de millions sont morts de morts violentes. Peut-être davantage avec la famine, entre 20 et 30 millions. C'est difficile à savoir. Essentiellement par famine d'ailleurs, mais des famines qui sont consécutives à l'idéologie. Dès l'instant que le paysan n'est plus propriétaire de sa terre, dès l'instant qu'il ne peut pas semer ce qu'il veut et vendre ce qu'il veut à la ville, mais la famine s'installe et les gens meurent. Et puis dans le cas de l'Ukraine, on a fait une famine organisée et on a tué 7 millions d'Ukrainiens en 1932. C'est des dérois, autant que la Shoah et même plus. C'est quand même une chose extraordinaire. Et ce génocide, le monde n'en a pas encore pris conscience. Vous nous en trouvez peu de traces dans les manuels. 7 millions de morts, 1932-33. On l'a fêté récemment, on l'a commémoré récemment à Paris et dans d'autres pays. Bon, alors donc la terreur, c'est la destruction physique. Des gens d'abord. Puis vous avez une destruction morale. Alors là, ça passe par des tas de canaux. Ça passe par le contrôle de la pensée. Ça passe par le contrôle de l'information. Ça passe par l'abrutissement généralisé du style Petit Livre Rouge que vous avez eu en Chine. C'est-à-dire qu'on vous fait apprendre par cœur des sottises. Le cours de matérialisme dialectique a été obligatoire en Russie jusqu'en 1989. Il ne faut pas penser que c'était une chose qui a duré peu de temps. Ça a duré jusqu'en 1989. Personne n'y croyait plus, mais on était obligé d'écouter cela. Les journaux étaient, par une armée de censeurs, étaient rédigés de la façon conforme, avec les citations de Lénine appropriées. Et puis vous avez une autre destruction morale, qui est la destruction de la morale, c'est-à-dire le droit de tuer, le droit de haïr. Et l'enseignement de la haine. C'est les campagnes, comme décrit Orwell dans son livre génial 1984. Des campagnes de la haine. Et enfin, dernière destruction, la destruction du politique. La destruction du politique, oui, aussi, puisque la politique n'est plus une administration d'une société qui s'auto-administre plus ou moins et qui essaye de répartir les biens. C'est une société c'est un État qui est au service de l'utopie. Dans ce cas-là, les seuls conflits qu'il peut y avoir sont à l'intérieur du groupe dirigeant, qui est effectivement un panier de crabes, qui se sont pas mal exterminés entre eux, mais ce n'est pas une vie politique, puisqu'ils sont tous au service de l'utopie ou au service du pouvoir, lequel est au service de l'utopie. Alors, vous le disiez au début de notre émission, il y a une dimension théologique. Quelle est cette dimension religieuse? Raymond Aron parlait des religions séculaires, qui étaient le nazisme et le communisme. Oui. C'est la même dimension? J'en ai souvent discuté avec mon maître Aron et j'étais pas d'accord avec lui sur le terme religion séculière, parce que dans les religions monothéistes, on s'adresse à Dieu. Alors, Dieu est supprimé dans l'idéologie communiste. Deuxièmement, les religions monothéistes admettent qu'elles croient à quelque chose qui n'est pas prouvé. Or, Lénine ne pense pas qu'il croit à quelque chose, il pense qu'il le sait.
et qu'il le sait, et que le marxisme et léninisme, c'est-à-dire ces salades, sont garantis par la science. Hein. Même chose d'ailleurs dans le nazisme, où les salades lamentables du nazisme sont également garanties, pense-t-il, par la science. Hein. Oui, il alors donc non, mais ils ne savent pas qu'ils croient. Et ils pensent qu'ils savent, ce qui est une structure tout à fait différente. Alors, la dimension théologique, c'est ce qui résulte, si vous voulez, de cette espèce d'extraordinaire empiètement sur la morale commune, sur la religion commune, etc. Et ça, pour comprendre ça, il y a là quelque chose d'effrayant qu'ont compris un certain nombre de gens. En Angleterre, quelqu'un comme Orwell, souvent, la plupart du temps, des gens d'extrême gauche. Ce n'est jamais la droite qui a compris le régime communiste. C'est des gens qui étaient entrés dans le système et qui, brusquement, en sont sortis. C'est le cas de Koestler, c'est le cas de Boris Souvarine, un des fondateurs du Parti communiste français, un homme que j'ai bien connu, et qui était un des premiers en France à dire la vérité. C'est le cas de toute une série de gens qui sont sortis du Comintern. Ceux-là, ils ont dit la vérité. Ils l'ont dit dès avant-guerre. Mais il y a eu des moments où la propagande était telle qu'il y avait très peu de gens qui se connaissaient la vérité. Par exemple, quand la Russie est entrée en guerre en 1941, la force de l'antifascisme était telle qu'on ne croyait absolument plus ceux qui disaient la vérité sur la Russie. Il y avait Koestler, il y avait Orwell, il y avait des gens qui étaient à la fois anti-nazis et anti-communistes, mais il n'y en avait pas beaucoup. Et qui avaient compris l'unité des deux, mais il n'y en avait pas beaucoup. La plupart des gens étaient soit communistes anti-nazis, soit nazis anti-communistes. À la suite de la sortie du livre noir du communisme, à la suite de la sortie du livre de François Furet, Le passé d'une illusion, et au fond, à la suite de la sortie de votre livre Le malheur du siècle, il y a eu un livre qui s'appelle Le siècle des communismes, qui différencie en fait les communismes. Nous parlerons, nous, de communisme au singulier ? Oui, bien sûr, il faut parler au communisme au singulier. Bien sûr qu'il se différencie parce que les problèmes du communisme en Chine, c'est-à-dire comment prendre et garder le pouvoir en Chine, ne sont pas les mêmes qu'en Russie, de même à Cuba, de même au Vietnam. Partout où le communisme s'est implanté, il a fallu trouver des solutions légèrement différentes. Mais la formule est la même, fondamentalement la même. La Corée du Nord est peut-être le point le plus extrême du communisme qui n'a jamais été atteint, même dans la Russie de 1936-37, qui était un peu l'acmé du système léniniste en Russie. Eh bien, Alain Besançon, je vous remercie d'avoir répondu à notre invitation. Je rappelle à nos auditeurs que vous êtes membre de l'Académie des sciences morales et politiques, directeur d'études à l'École des hautes études en sciences sociales, et je les renvoie à 2 de vos ouvrages sur le thème que nous venons d'évoquer, à savoir Le malheur du siècle, sur le communisme, le nazisme et l'unicité de la Shoah. C'est un thème sur lequel nous pourrons revenir, à savoir les liens du communisme et du nazisme en tant que régime totalitaire, aux éditions Fayard, donc paru en 1998, et Les origines du léninisme, un livre paru en 1977 chez Kalman Levy et qui a été réédité. Je donne rendez-vous à nos auditeurs à la semaine prochaine. Merci Alain Besançon.